J'ai rencontré Damien il y a un peu plus d'un an et depuis, il n'a pas cessé de me prouver que notre diplôme ne définit pas nos opportunités de carrière. Damien a commencé sa carrière dans la data science, puis il a accompagné des équipes tech avec une méthode unique qu'il a lui-même développée. Aujourd'hui, il évolue dans le secteur de la criminologie. Dans la discussion qui va suivre, il nous raconte comment il a quitté un chemin tout tracé pour revenir à ses passions. Tu y découvriras son univers, son approche des pivots de carrière et les meilleurs modèles mentaux qu'il a collectés en chemin. Place à la discussion. Salut Damien, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien Emmanuel, merci de me recevoir. Trop cool. Eh ben écoute, on peut peut-être commencer directement par, tu peux peut-être te présenter pour que les gens puissent un peu savoir qui tu es, d'où tu viens et où tu en es aujourd'hui et de quoi on va parler. Oui, carrément, carrément. Bah écoute, moi je m'appelle Damien, je suis à la base data scientist. Donc j'ai travaillé en entreprise, puis à mon compte pour différentes entreprises. Et en fait aujourd'hui, j'ai entamé un pivot complet, une reconversion vers en fait le domaine qui m'a toujours intéressé, qui est la criminologie, donc l'investigation criminelle, donc rien à voir, mais quoique, il y a quand même un petit peu des liens effectivement entre ces thèmes. Donc là, du coup, finalement, tu as commencé dans la data science après tes études, c'est ça? Ouais, exactement. Donc en fait, moi, à la sortie du lycée, en fait, je savais que je voulais travailler donc à la base dans la criminologie. Je voulais être, comme on voit dans les séries télé, profiler quoi. Ok. Mais en France, c'est un métier qui n'existait pas, réellement et donc je me suis orienté vers un autre domaine qui m'intéressait, que sont les maths et l'informatique et les statistiques et en fait, à Lyon, il y avait une licence justement, maths, informatique et cetera, appliquée aux sciences humaines. Donc il y avait quand même un côté psychologie aussi, sciences cognitives qui m'intéressait. Je me suis orienté là-dedans et en fait, j'ai très vite compris que ce qui m'intéressait là-dedans, c'était le côté pluridisciplinaire et en fait la science des données, l'analyse de données et la modélisation via des modèles de machine learning et tout ça, c'est justement, l'hybride en fait de mathématiques, informatique et cetera, plus des sciences humaines et donc je me suis orienté dans la science des données. J'ai étudié 1 an aux États-Unis, travaillé là-bas et en fait, voilà, j'ai vraiment évolué dans ce monde-là à la base. C'était quoi, par exemple, quelques exemples de projets que tu as pu mener côté data et quels impacts ils avaient, enfin, comment ça se traduisait dans une entreprise? Alors le tout premier projet sur lequel j'ai bossé, c'était un projet de détection de fraude dans le e-commerce. Donc en fait, c'était une boîte aux US du type, en France, on aurait Darty, Boulanger et cetera, où en fait, ils avaient du coup des commandes et en fait, sur certaines commandes, les gens, déclaraient en fait ne pas les avoir reçues ou alors faisaient des fraudes au retour. C'est-à-dire qu'ils disaient: «Oui, je retourne le produit» et en fait, quand ils retournaient le produit, c'était pas le même produit qu'ils avaient commandé, quoi. Il y Et avait donc il y avait une histoire avec des paquets vides, je crois, qui étaient envoyés ou avec des faux trucs qui pesaient un certain poids pour être validés par oui, le. oui, oui, exactement, exactement, tu C'est vois? ça? Et Ouais. du coup, il y avait vraiment cette problématique-là et donc en fait, ce que la boîte faisait, c'était, en fait, dès qu'il y avait des commandes sur certains produits qui étaient en général très, fraudés en quelque sorte, on avait des agents dans l'entreprise qui allaient justement appeler manuellement les clients, vérifier un peu, qui ils étaient quoi, regarder, tu vois, des opérations bancaires ou autres, enfin faire des vérifications quoi. Et c'était un processus hyper chronophage, Écouteux. et coûteux, chronophage, ingrat aussi, il faut le dire, et surtout les délais de livraison s'allongeaient, comme il y avait des vérifications, un petit peu tout ça. Et du coup, l'entreprise voulait avoir des outils intelligents pour, accélérer ce processus. Et donc on a créé des modèles de machine learning, justement, donc de science des données, à partir de patterns qu'on avait observés dans les données. Et en fait, à la fin, on avait réussi à avoir du type. On avait réduit de 60 le nombre de commandes à vérifier, on va dire, manuellement, du coup, donc quasiment de moitié, tout en attrapant, peut-être, 98 des fraudes, alors qu'avant ils étaient autour de 60 quoi. Donc si je reformule, en fait, vous preniez, en fait, vos données existantes sur les produits sur lesquels il y avait des fraudes, Mmh, vous matchiez ça avec des profils clients types mmh, et ça vous permettait de détecter, ces futurs clients et que vous confirmiez ça avec une vraie vérification, une sorte de mmh, d'assurance qualité et c'était effectivement un bon success rate à chaque fois, quoi. exactement. En fait, le processus qu'il y avait à la base, c'était des règles métiers, du type, si la commande est envoyée au Texas et qu'elle contient, des Amazon Alexa,
apparemment, c'était un pattern assez troublant. Du coup, il fallait checker la commande, quoi. Ils avaient vraiment observé des règles métiers comme ça. Sauf que c'est énormément limité, on peut pas tout anticiper, il y a plein de combinaisons possibles, C'est quoi. du doigt mouillé. Carrément. Ah, alors non, du coup, apparemment, il y avait un peu des analyses qui avaient été Ah oui, faites, mais je veux dire, ça peut évoluer à tout moment. Tu vois, ok. dès qu'il y a un nouveau produit qui apparaît ou autre, etc. Et du coup, là, les modèles de machine learning se basaient sur de beaucoup plus grandes combinaisons et donc étaient plus et surtout adaptés en temps réel Oui, aussi. c'était ma question. Du coup, c'est pas du tout une analyse qui est faite une fois et qui peut devenir obsolète et drifter sur la durée, quoi. Non, 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 justement, on Ok. avait mis en place un processus de rafraîchissement du modèle où dès qu'il y avait un nouveau produit qui sortait ou autre, ça venait recalculer ces. Et un projet comme ça, c'est combien de temps? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent dessus en plus de toi? Comment ça marchait? Alors sur ce projet, on était 2. Et le projet, ça a pris 10 semaines. C'était pendant l'été, du coup, 2 mois et Ok. demi, à peu près. Bon, on va dire la première semaine, c'était plus de l'onboarding, donc du coup, plus 9 semaines, quoi. Et on avait pas mal de, voilà, de relations avec les équipes métiers aussi, donc des phases d'observation. Et c'est là où déjà, pendant les phases d'observation, je me suis dit: «En fait, ce qui m'intéresse dans la science des données, c'est vraiment comprendre les enjeux terrain, métier, observer comment les gens évoluent, tu vois, dans leur, au quotidien, pour comprendre où est-ce qu'il y a des frictions et surtout qu'est-ce qu'ils font, intuitivement presque, qu'on pourrait mettre dans la machine pour, tu vois, améliorer enfin la rendre efficiente, quoi. C'est du savoir un peu enfoui, quoi, derrière de l'habitude et de la compétence innée, quoi. Oui, carrément, du Et, savoir implicite. et est-ce que vous avez confirmé des patterns existants et accéléré le processus, ou est-ce que vous avez aussi découvert des patterns que vous ne pensiez pas exister? Alors j'ai plus de souvenirs, hem, je pourrais pas te dire comme ça, mais en tout cas, je sais que les patterns observés, ça combinait des fois, 5 à 6 variables, enfin c'est des trucs beaucoup plus complexes qu'avant. Mmh. Ok, trop intéressant. Et donc, après, t'es rentré en France, t'as continué de bosser dans la data pendant un petit bout de temps? Alors après, j'ai fait un master parce que du coup, là, c'était juste après 3 ans d'études, quoi, Ok, c'est un c'était bon projet quand même, ouais, franchement, j'étais hyper bachelor. content, carrément, carrément. Et mais du coup, après, voilà, je me suis dit: «En France, il faut quand même le master», donc j'ai fait un master après sur Paris, conjointement ESSEC et Centrale, pour avoir aussi cette connaissance business, où moi, en fait, j'avais que la connaissance technique. Et en fait, je me disais: «Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'appliquer la technique pour résoudre des problématiques business, en Bien sûr. l'occurrence», Mhm. d'où le master. Et après master qui a débouché sur un stage de fin d'études, 6 mois à Paris, une boîte qui s'appelle JOW, J-O-W, une application de recettes, du coup et qui sont dans la grande distribution et stage qui s'est transformé en CDI, et après, qui a évolué après sur des responsabilités assez élevées en data. Et c'était quoi les enjeux côté data dans ce genre de boîte, du coup, pour le coup? Alors le gros enjeu, c'était la personnalisation de l'expérience utilisateur. Où en fait, c'était sur, des modèles vraiment de recommandations de contenu, en particulier de recettes, par exemple. Donc, quiche Lorraine, hachis parmentier, salade lyonnaise, par exemple. Dans un catalogue de, X 1000 recettes, lesquelles on te montre en premier. Donc déjà, il y avait un énorme enjeu dessus. Ouais, c'est un peu le hook, l'accroche qui permet de ferrer le client immédiatement Oui. ouais. Ouais, effectivement, il y a une notion accroche, il y a une notion aussi, rétention, Mm. pas qu'il se lasse, en fait, des recommandations, donc il faut de la variété. Tout comme on peut aller, je sais pas, sur Netflix, Spotify, il faut que les recommandations soient mises à jour et surtout évoluent aussi en fonction des saisons, des stocks en magasin, et cetera. Donc là, tu agrèges en fait les données sociodémographiques de la personne, genre son âge, son genre peut-être, toutes ces choses-là, plus ses habitudes de consommation, plus, enfin tout en fait. Alors pour le coup, il y avait peu de données sociodémographiques, parce qu'elles étaient pas collectées, mais surtout des habitudes de consommation. Ouais, et des habitudes de consommation qui sont à la fois à l'échelle individuelle. Qu'est-ce que telle personne aime faire? Qu'est-ce que telle personne consomme comme, recette? Et cetera. Mais aussi à l'échelle macro. Qu'est-ce que les gens qui aiment telle recette, en général, vont aussi aimer? Du type, quelqu'un qui va prendre plutôt des plats, connotés italiens, par exemple. En général, ils vont rester dans cette thématique-là, par rapport à des plats peut-être, asiatiques ou quelqu'un qui mange plutôt que des plats enfin, une famille, un foyer qui mange des plats plutôt pour qui ont des enfants, du coup des plats Oui. plus enfantin, on va dire, enfin du type nuggets ou autre quoi. Donc c'était vraiment arriver à, avoir les 2 niveaux d'analyse, tu vois? Et arriver à jongler entre tout ça, quoi. Ça passe beaucoup par des tags et des labels internes, j'imagine? Alors il y avait des labels internes, mais il y avait aussi justement donc pour le coup très édito,
des labels qui étaient justement très utilisés dans l'algorithme, mais il y avait aussi une volonté et effectivement une performance à utiliser des patterns implicites, en Comment tu fait. mesures la performance de ce genre de choses? Parce que par exemple, bon, bah, on a tous été exposés à l'algorithme de recommandation de YouTube, de Netflix. Mmh. Je trouve que celui de YouTube marche très bien. Moi-même, je me fais parfois attraper par ça. Mais Netflix, franchement, il me présente des trucs qui m'intéressent pas beaucoup, souvent. Mmh. Et comment tu mesures cette efficacité-là? Alors il y avait une des métriques que moi j'observais en particulier, c'était le pourcentage des recettes, suggérées pardon, qui vont être effectivement gardées. Donc sur 5 recettes qu'on te propose, combien est-ce que tu vas garder? Parce qu'on te propose une recette et tu achètes sur Joe, c'est ça? Ouais, en fait, on te propose un menu, donc c'est 5 recettes pour la semaine, par exemple. Un Ouais. ensemble de 5 recettes et en fait, bah, comme tu fais tes courses pour la semaine, sur les 5, peut-être tu vas dire: «Bah, tiens, la première, en fait, je vais la changer pour celle-ci, pour le lundi», Et par on te livre exemple. les ingrédients prépackagés et tu cuisines chez toi, c'est ça? Oui, bah, en fait, ça va faire ils vont faire le lien avec le compte, Drive, Auchan, Carrefour et cetera OK. et donc on va créer le panier, en fonction des recettes qui ont été sélectionnées. Et à la fin, ils Donc il y peuvent avait te une dire notion s'ils ont aimé la recette ou pas, j'imagine? oui, exactement. Du coup, s'ils l'ont pas faite, ils vont pas répondre. C'est ça ou après il y a peu de gens qui répondaient aussi parce que les gens en répondent peu, tu vois? Ce genre de choses. Donc il faut détecter les patterns implicites de: «Il a aimé». Tiens, s'il la recommande une deuxième fois, c'est que probablement il a aimé, Mais tu vois? est-ce qu'il y a pas un biais du survivant dans le sens où les seules personnes qui vont répondre à ton questionnaire sont ceux qui ont fait la recette et qu'il y a une majorité silencieuse qui Ah va pas oui, répondre? Ouais. une grande, grande majorité silencieuse. Donc c'est pour ça tous ces patterns implicites de juste un commentaire ou juste un réachat, c'est un signal extrêmement fort. Et ce truc de recommandation, à quel point est-ce que c'est important dans le succès, ou l'échec de quelque chose comme, Joe, comme Netflix, comme, Mmh mh. Alors tu peux peut-être répéter la question pour être sûr? à quel point c'est important, d'avoir un bon algorithme de recommandation pour un truc comme Joe, comme Mmh. Netflix, ce genre de choses? Alors c'est important pour moi sur plusieurs aspects. Il y a déjà le côté, gain de temps pour le client. Ouais. Si on tu des recommandations qui te plaisent pas et que tu passes, des heures à chercher du contenu qui t'intéresse, pour le coup effectivement, c'est chronophage et donc le service se baisse en qualité. Mais il y a aussi après des enjeux mercantiles, Bien sûr. de dire, bah, en fait si on arrive à avoir des bonnes recommandations, est-ce qu'on peut aussi les orienter vers des produits qui nous intéressent financièrement? Hem et il y a aussi un côté aussi responsabilité RSE du type RSE où Joe voulait aussi proposer des recettes qui soient plus, écologiquement responsables, on va dire. Donc par exemple, favoriser des recettes végétariennes. OK. Mais donc l'enjeu, c'est de dire: on pousse pas du végétarien au hasard. C'est aussi comprendre, bah, parmi les recettes végétariennes, lesquelles pourraient coller à l'utilisateur, de façon à ce que la transition soit aussi, facilitée. Donc il y a vraiment en fait, ce qui m'a marqué, tu vois, c'était qu'il y avait vraiment une dimension aussi psychologique des utilisateurs. C'était pas moi de mon côté, sciences des données, algorithmes, machin, je mets tout dans une machine et ciao. Non, il y a vraiment le côté technique, mais surtout comment je peux, dans la technique, mettre en fait ce que j'observe sur le terrain et ce que moi-même, en tant qu'utilisateur, Mmh. je perçois de mon usage et comment du coup je peux améliorer, la Parce la que technique, tu vois? je suppose que enfin, tu as utilisé un peu l'application toi-même Oui. et tu étais satisfait des recommandations? Alors, non, j'étais extrêmement critique envers moi. Du Ah! coup, mon travail, du coup, forcément, tu vois? Je me disais: «Ah non, ça, j'aurais pas aimé, ça, Mmh. j'aurais pas machin» et donc justement, c'était vraiment ce truc-là de rétroactif, tu vois? Rétroaction, pardon, qui m'intéressait. Comment tu nourris un peu ce moteur au tout début? Je suppose qu'il y a un questionnaire ou un truc de swipe file à la Tinder où tu dois dire: «Oui, ça j'aime pas» pour, mettre des bases? Et après ça s'enrichit et du coup tu as une boucle de feedback Mmh. positive où plus tu consommes chez Joe, plus tes recommandations sont pertinentes? Alors quand j'y étais, le cold start, donc ouais, c'est un problème de cold start, Cold on appelle start. ça, OK. où en fait, c'est un démarrage à Mmh. froid, on n'a aucune donnée, comment on peut commencer? Alors il y a plusieurs projets qui avaient été lancés justement, c'était, bah, est-ce que sur les premières commandes, on met des recettes best-seller, Oui, voilà, pour aussi accrocher les le flagships, client? Est-ce que c'est juste un peu du hasard au début? la sérendipité. Sérendipité, exactement, on en parlait. Voilà, il y a plusieurs projets qui ont été lancés. Après, voilà, c'est eu des résultats plus ou moins bons, selon. Ah d'accord, mais et je suppose aussi qu'inversement, tu dois avoir une masse critique au-delà de laquelle collecter davantage de données, ne fait pas vraiment améliorer la performance de l'algorithme, Mmh. voire même elle peut peut-être la diminuer dans certains cas. Mmh. Bah, il y a un peu effectivement, il y a le problème en data qui est particulier, c'est vraiment le côté ou même qui peut s'appliquer à plein de choses dans la vie en général, Ouais. exploration versus Exploitation, exploitation. ouais, je connais très Ouais, bien exactement, cet exactement. algorithme. Et du coup, par exemple, rien qu'à l'échelle individuelle, on sait que la personne aime tel produit, elle fait telle chose et telle chose. OK. Soit
on est en phase d'exploration. On va lui montrer plein d'autres choses pour peut-être tester d'autres pans qu'elle n'a pas envisagés, Mhm. mais qui pourraient lui plaire. Mais enfin voilà, il y a ça, au risque de lui montrer des choses qu'elle n'aimera Oui. pas, et donc de la désatisfaire, Mhm. quoi. Insatisfaire peut-être plutôt. Versus le pan exploitation, où je sais qu'elle est fan de Oui. cuisine italienne, et je lui montre que ça ad nauseam. Et là, du coup, tu as un peu l'effet lassitude aussi qui se crée, chambre à écho, etc. Plus aussi toutes les possibilités où le type pourrait, je sais pas, devenir vegan et en fait ton truc marche plus du tout, quoi. Pardon, ouais, exactement, exactement. Donc, il y a ça, et puis il y a aussi le côté, enfin, du coup, moi, de mon ancienne boîte, du coup, mais eux aussi, leur jeu, c'était sur une toute nouvelle recette, où on n'a aucune data. Bah, le but, c'est aussi de la tester Mhm. face aux clients pour voir. Donc, il faut aussi explorer sur des nouvelles recettes, tu vois. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver. Et pour le coup, cet équilibre, en fait, il est extrêmement compliqué. Euh, et ça dépend vraiment de ce que l'entreprise veut, aussi, la stratégie, tu vois. J'avais bien remarqué que parfois, en fait, si on sortait complètement des patterns familiers de la personne, parfois ça marchait extrêmement bien, même mieux que quand tu restais enfermé, tu vois. Mais chez d'autres clients, ils voulaient vraiment rester La enfermés. recherche de nouveautés. Mais de toute Mm. façon, et l'exploration versus exploitation, ça s'applique aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que Exactement. exploration, c'est je vais chercher de nouvelles données, je vais Mm. essayer de découvrir de nouvelles choses. Exploitation, ça va être j'utilise des données à ma disposition pour prendre des décisions. Donc par exemple, si on emménage dans une nouvelle ville, on a intérêt à beaucoup explorer pour découvrir de nouveaux restaurants tous les jours pour trouver le meilleur restaurant de la ville. Tandis que si on déménage demain, Mm. on a plutôt intérêt à aller pour notre dernier soir dans le meilleur restaurant qu'on ait vu ever parce que tout point de données supplémentaire, on aura très peu de temps pour l'exploiter. Mm. On peut l'utiliser dans plein de trucs différents. Mm. Carrément. Et je pense que ça dépend aussi peut-être du goût du risque de la personne. Il y a des personnalités justement qui aiment explorer en permanence, tu vois. Et d'autres qui aiment justement rester sur leurs acquis, leur zone de confort, tu vois, qui se sentent mieux comme ça. Et, et moi, personnellement, j'ai l'impression que ça évolue aussi en fonction des mois, des années, tu vois. Il De y a des moments, l'âge. des phases de Mm. vie, tu vois, aussi, où je suis vraiment en phase exploratoire, où du coup, je vais tester plein de choses, apprendre sur plein de domaines, et d'autres où c'est beaucoup plus exploitation. C'est un peu métaphorique, mais un bébé, il veut tout explorer, quoi. Il va Mm. essayer de tout mettre dans sa bouche, de tout manger, d'essayer tous les jeux, tous les sports. Alors que Ouais. quand on est assez âgé, finalement, on essaie de revenir sur des choses où on sait qu'on va en tirer de la satisfaction et du plaisir, quoi. Mm. On va pas essayer des nouvelles choses à 90 ans. Enfin, on peut, Carrément. mais On peut aussi, tu vois, c'est mais, long. ouais. Mais du coup, tu vois, aussi, ce qui est intéressant, c'est explorer pour parfois mieux apprécier finalement ce que tu as toujours fait, tu vois. Tu te rends compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, par exemple, et qu'en fait, finalement, là où tu étais, c'est pas trop mal, par exemple, si on prend sur le lieu de vie, tu vois. C'est un peu, Mm. c'est un peu comme. Enfin, il y a une forme de réinitialisation un peu hédonique où quand on s'habitue tellement au confort, en allant chercher de l'inconfort, ensuite on apprécie plus le confort en revenant Oui, à une situation initiale. oui. C'est un peu ce qu'on fait quand on doit faire par exemple des grandes randonnées. Quand on revient à la civilisation, on retrouve une forme de confort qu'on avait presque oublié. Et c'est assez marrant Mm. comme sensation. Oui, carrément, carrément. Tu vois, je sais pas pourquoi ça me fait penser à la loi de l'hormèse. Je sais pas si ça te parle Non, en pas du tout. physiologie. La loi de l'hormèse, en fait, ce qu'elle explique, c'est que du coup, un organisme vivant, en fait, si tu lui appliques une pression ou une tension plutôt, alors je n'ai pas forcément les bons termes, mais une tension physiologique à la hauteur de sa capacité à résister, il va en retour devenir plus résistant, tu vois. Donc en fait, avoir de l'inconfort ponctuellement à sa juste dose te permet au global à l'organisme de se rendre, devenir plus résistant. C'est un peu le concept de la pratique délibérée où tu vas essayer de faire des choses qui te challenge, mais qui sont pas impossibles. C'est comme ça que tu Exactement. progresses dans une compétence. Exactement. Si c'est trop, là, tu vas détruire l'organisme, en fait. Mais si tu en as pas assez, bah, du coup, il y aura un côté presque, pas j'allais pas dire se morfondre, mais tu vois, se détériorer un petit peu. En fait, si tu rien, tu vois, le corps, même le corps, en fait, tu vois, il se délite un petit peu. Tout à fait, ou la Mm, surcharge progressive en musculation, mm, c'est pareil en mm, fait. Si tu vas mm. trop loin, tu te blesses, mais si tu fais trop peu, bah tu ne progresses pas, quoi. Mais même ouais, je pense aussi au côté réflexion Mhm. aussi, tu vois, les réflexions. Quelqu'un qui va s'intéresser peut-être à énormément de choses, parfois il peut y avoir un risque aussi de partir dans tous les sens. Mais en même temps, si tu t'intéresses à que un domaine peut-être, bah, tu risques aussi de t'enfermer, tu vois. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver. La loi de l'hormèse un peu explique ça. Ok, bah Mm, j'ai l'impression qu'elle se transfère bien à la plupart des domaines, mm, c'est intéressant. ouais. Euh, et du coup, après la data, comment est-ce que tu as. Qu'est-ce que comment ça s'est passé? Et bah Tu as ouais, abandonné le oui, sujet du coup. oui, oui. Bah alors du coup, moi je me suis donc lancé à mon compte du coup donc en data science en fait. Et très vite, je me suis rendu compte que finalement, ce qui me plaisait à la base, c'était vraiment le côté humain, tu vois, de la data. Donc de plus en plus, j'ai orienté la data vers de
l'humain et donc je suis arrivé à des accompagnements d'équipes data, équipe tech, équipe data, où je me suis dit, mais en fait, parce que j'étais contacté, tu vois, par des clients qui voulaient travailler sur des projets data science, donc des projets cœur de métier, un peu secret de l'industrie, tu vois, de leur secret quoi, professionnel. Et ils externalisaient ça. Et je me disais, pourquoi ils externalisent des choses aussi cruciales, tu vois? Oui. Et en fait, en creusant un peu sous le vernis à chaque fois, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est qu'ils avaient les équipes internes pour les faire, mais que les équipes internes étaient parfois sous l'eau. Enfin, elles n'arrivaient pas à faire ces projets, tu vois. Donc, soit il y avait trop de projets en cours, soit les projets prenaient un peu trop de temps, soit les projets ne marchaient pas, il y avait plusieurs problématiques. Et je me suis dit, ok, c'est hyper intéressant à creuser pourquoi. Tu Mmh. vois, moi j'ai toujours aimé pourquoi les choses pourquoi ça marche pas ou pourquoi les choses sont comme ça. Je me suis énormément documenté du coup sur les organisations d'équipe, la communication en équipe, la priorisation, les structures des organisations, un petit peu tout ça. Donc des choses très humaines en quelque sorte, des sciences humaines en quelque Oui. sorte. Et du coup, j'ai créé en fait toute une méthodologie pour aider les équipes en fait à aller un peu à la source de ces problématiques qu'on peut penser techniques, mais en réalité qui sont plutôt organisationnelles. Et en fait, avec une méthodologie presque un peu d'enquête, et cetera, donc tu vois, on revient un petit peu à la criminologie et arriver à prioriser ça et à dire: «OK, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, heu, en 2-3 jours pour régler ce problème à la source?» Tu veux nous pitcher la méthode, en quelques mots? Oui, bah, alors attends, du coup, il faut que je me replonge dedans, Tu parce que es pas obligé, hein, je ouais, carrément, mais si, si. Non, en fait, ce qui est hyper intéressant, tu vois, c'est de dire la plupart en fait des équipes tech ou data ou même des entreprises au global, en général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire: «On devrait faire ça pour régler tel problème». En mode, on va prendre tel outil pour accélérer, nos pipelines, data. On va prendre tel outil pour réduire les coûts. On va faire, ça, le nouvel outil à la mode, j'ai vu parler, OK, tu vois? prenons un exemple concret. On a du mal à avoir de la rétention sur Joe. Du coup, on va devoir développer un meilleur algorithme de, suggestion de recettes. Alors plutôt ouais, alors du coup, les problématiques que je ciblais, c'était davantage des problématiques plutôt, de delivery, donc en OK. interne, tu vois? Donc par exemple, typiquement, c'est être une équipe data qui dit, du coup, j'ai un client qui était comme ça, où c'était, on a des bugs sur nos dashboards. OK, et du coup, à chaque fois, il faut revenir, modifier et cetera. C'est un peu galère. Bon, et eux, leur pensée, c'était: «Nos outils ne sont pas assez modernes et donc pas assez performants et cetera». OK, pourquoi pas? C'est le futur de tous les outils qui existent, dans le monde. C'est-à-dire de Bah, tous les outils finissent par devenir sous-performants ou pas assez Mmh. modernes. Oui, mais en tout cas, c'était C'est oui, non, mais l'obsolescence, tu vois, ce que je veux dire plutôt, c'était que c'est probable, mais on ne sait pas si c'est le cas, tu vois? Ouais, c'est une hypothèse et donc je me suis dit: «OK, intéressant», et donc la méthodologie ici, en fait, c'est plutôt de dire, au lieu de, de faire des suppositions, des opinions de qu'est-ce qui va régler le problème, c'est en fait d'abord de dire: «OK, aujourd'hui, c'est quoi nos problèmes?» Tu vois? Aujourd'hui, il y a des bugs sur des tableaux de bord, OK, mais aujourd'hui, il y a peut-être aussi un sujet sur les coûts. Il y a aussi un sujet peut-être sur, le temps de chargement, peut-être, des tableaux de bord, tu vois? Il y a un sujet c'est quoi, en fait, nos règles du jeu, tu vois, pour gagner en tant qu'équipe, tu vois? C'est l'objectif, en fait, un peu le c'est quoi plutôt nos critères de réussite, on pourrait dire? comment tu sais que j'ai réussi mon projet et que mon tableau de bord est bien? Exactement, tu vois? Qu'est-ce qui est important pour réussir en tant qu'équipe? C'est ouais, les règles du jeu, tu vois? C'est comme, Quelles sont nos attentes sur ce tableau de exactement, bord? Ouais, OK. exactement. Mais même pas qu'en tant que tableau de bord, c'est plutôt en tant qu'équipe au global. Donc ça va être, par exemple, les échanges avec les équipes métiers. Par exemple, on Heu pourrait dire, si ça se trouve, on n'a même pas besoin de tableau de bord. exactement. Et donc on liste ces différents critères, tu vois? Et là, en fait, on avait vu que finalement, le coût de leur outil, par exemple, les outils étaient le cadet de leurs soucis. Mais par contre, il y avait un énorme enjeu sur, par exemple, le temps de réaction pour être alerté d'un bug. Des fois, des bugs étaient remarqués plusieurs Par jours exemple, on après. va checker nos tableaux de bord, une fois par mois et en fait, on a besoin de résoudre ce bug beaucoup plus vite que ça, quoi. Exactement, Mmh. exactement. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, ce problème-là, il était latent. C'est-à-dire qu'il était là, un peu tous les jours, mais pas, tu vois, de manière explicite vraiment, tu vois? Et donc, bah, c'est un problème qui pesait énormément, et donc on a mis en place, du coup, une solution pour justement être alerté dès qu'il y a un souci, et en fait, tout de suite, en fait, on sait maintenant ce qu'on fait, tu vois? Dès qu'il y a un problème, hop, on est alerté, on est beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant, et rien que ça, ça les a allégés d'un poids énorme, tu vois? Donc la méthodologie, c'était d'aller re examiner les règles du jeu
d'une équipe. d'une équipe. Nos besoins. En fait, c'est quoi nos besoins fondamentaux, tu vois? C'est comme un être humain dans la vie, tu vois? Les besoins, tu as la satiété, l'hydratation, l'eau, tu vois? Mmh. Tu as le besoin social, besoin de sécurité, et cetera. Bah, en fait, s'il y a un besoin qui n'est pas respecté, selon son importance, bah, tu vas être de moins en moins bonne, entre guillemets, pas santé, mais en bonne bien-être, tu vois? Tu vas être en mal-être plutôt. Donc Heu, tu fais l'oignon, en fait, tu vas peler le truc jusqu'à arriver, à la root cause du dysfonctionnement, quoi. mmh Oui, c'est ça. OK, OK. Et mettre des chiffres dessus aussi. Sortir du subjectif. Ouais, pour être capable de dire, enfin, c'est beaucoup une bonne question de coaching, quoi. Enfin, Mmh. tu dis, «Mon objectif, c'est de faire ça». OK, mais comment tu sais que tu auras atteint cet objectif, quoi? Mmh. Oui, et même je le retournerais autrement. C'était pas plutôt l'objectif, c'était plutôt aujourd'hui, c'est quoi la frustration actuelle? C'est-à-dire, OK, il y a des bugs sur les tableaux de bord. OK. Combien Pourquoi de ça bu te frustre? combien de bugs? Hein? À quelle fréquence? Ah oui, en fait, oui, alors je dis c'est fictif, hein, tu vois? Mais du type: «Ouais, bon, en fait, c'est un par mois». OK. Ensuite, vous avez dit que c'était, le temps de réaction, dès qu'il y a un problème. C'est quoi aujourd'hui le temps de réaction? Heu, je dis pareil, cas fictif, 1 semaine. D'accord, bon, entre les 2, c'est lequel qui vous pèse le plus? Ah oui, en fait, c'est le temps de réaction, 1 semaine, en fait, c'est énorme. On voudrait que ce soit du type, dans Voilà, 5 il faudrait que ce minutes, soit combien? Oui, là, c'est ça. tu vois? OK, bon, bah, alors là, il y a une marge de manœuvre qui est énorme, tu vois? Versus l'autre, qui arrive une fois par mois, bon, tu t'en fiches peut-être, tu vois? Et du coup, on se dit pas: «On va résoudre les bugs», mais on se dit: «On va mettre en place des projets pour que ce temps de réaction passe de 7 jours à Mmh. 5 minutes». Carrément. En fait, remonter tous les curseurs, entre guillemets, toutes les jauges, et cetera, et cetera. Donc moi, il y avait vraiment une phase, tu vois? En fait, quand j'arrivais, tu vois? C'était vraiment une phase de je n'ai aucune idée de à quoi on va arriver. J'ai aucune idée de vos problèmes, j'ai aucune idée des solutions. C'est plutôt, ça part de vous, en fait. Genre moi je disais rien, tu vois? Entre guillemets, je guidais les échanges pour pas qu'on parte dans tous les sens pendant 3 heures à rien, tu vas parler de tout et de rien. C'est plutôt, OK, il y a telle personne à tel il y a ça qui l'apaise. OK, on note ça, telle chose, telle chose, telle chose. On structure, on a un plan d'action, concret pour, retrouver du bien-être en quelque sorte. J'ai plusieurs questions. Vas-y. Comment tu faisais pour trouver des clients? Comment tu faisais pour justifier ta légitimité? Donc côté data, bah, tu avais une expérience dans Mmh. la data, mais côté Technique. plutôt, consulting quoi, Mmh. tu l'avais jamais fait, donc comment tu faisais là-dessus? Et enfin déjà oui, Mmh. comment ça se passait déjà à ce niveau? Oui, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je faisais pas mal de contenu sur LinkedIn, donc je parlais un peu de ce que je faisais, et justement, il y a pas mal de gens qui commençaient à me contacter par rapport à ça parce qu'il y avait cet élément un peu différenciant, tu vois? Ah oui, en fait, on sent qu'il y a une méthodologie derrière, tu vois? Donc déjà, j'avais noté, OK, la méthodologie, c'est ce qui intéresse, tu vois? Et c'est ce qui m'intéresse aussi, le côté structure. Oui, parce qu'on entend parler que d'agilité, mais en vrai, Mais concrètement, on fait comment, c'est tu pas vois? vraiment le même Enfin, sujet quoi. ouais, carrément, carrément, et des problématiques et cetera, les gens se reconnaissaient dedans aussi, tu vois? Des choses que j'ai pu observer dans plein d'entreprises différentes et voilà, et surtout la crédibilité, tu vois? C'était vraiment le fait de dire: il y a des entreprises pour lesquelles ça ne marchait pas, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient la problématique, ils venaient avec: «On a besoin d'un data scientist pour faire le projet». J'essayais de leur montrer que en fait, l'externalisation était un symptôme ou qu'en fait, peut-être en interne, il y a quelque chose à régler pour qu'eux-mêmes puissent le faire, tu vois? C'est soit je pêche à votre place, soit je vous apprends à pêcher, en quelque sorte. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de régler le problème à la racine, pas créer une dépendance externe, tu vois? Et donc, il y avait déjà un petit peu ce reframing, on pourrait dire, à faire. Il y a des entreprises avec qui ça accrochait. Ils disaient: «OK, bah, on est prêt effectivement à remettre un peu en question nos manières de faire et cetera. On a besoin d'un œil externe». Ça marchait, et d'autres qui voulaient juste quelqu'un qui fasse, et donc là, pour le coup, c'était plutôt moi après qui refusais ces missions, ça m'intéressait plus trop. Donc tu arrivais à gagner la confiance du coup de ces entreprises finalement par, bah, par la marque personnelle que tu diffusais sur LinkedIn? Exactement, et je pense par, peut-être la connaissance, on va dire, peut-être, comment dire? Je creusais sous la surface, tu vois? Genre, c'est-à-dire que je posais des questions, je cherchais à comprendre peut-être la racine du problème et leur faire comprendre à eux, en fait. Bah, et c'est même eux parfois qui me disaient: «Ah oui, en fait, on a un problème sur ça, mais on sait pas comment faire». Et c'était quoi la place de l'humain concrètement? Enfin, tu étais beaucoup au contact des équipes terrain, comment Mmh. ça marchait? La place de l'humain, pour moi, elle est essentielle dans le sens, en fait, où, comment dire? En fait, quand tu vois, il y a des équipes, tu vois, il y a des problématiques de delivery, en fait, il y a un côté où on pense que c'est la faute de quelqu'un. Tout le monde est saoulé, c'est toujours la faute des voisins et pas la nôtre. Exactement, et en fait, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est, en fait, c'est la faute du système, et en fait, tous,
vous avez une vision de la réalité, tu vois, un regard, tu vois. Et en fait, si on prend en compte tous ces regards et qu'on arrive à les structurer, les prioriser avec des chiffres, sortir du coup du subjectif, et du coup pour ça j'utilisais des techniques de psychologie, de questionnaire pour devenir beaucoup plus objectif, tu vois. Et ben en fait, tout le monde était aligné. Et C'était t'arrivais ça à aussi. onboarder à la fois, tu vois, le CTO, le lead dev, le dev, le stagiaire, Mmh. t'arrivais à onboarder un peu tout le Tous, monde. tous en Mmh. fait, exactement. Parce que t'écoutais tout le monde. Tu vois, il y avait pas en fait, on tranchait pas. On faisait pas de compromis en mode: «Oui, on fera ton projet et pas le tien, mais plus tard on fera le tien», tu vois? Il y avait pas de compromis. On faisait tout, mais de manière à ce qu'en fait, ça résolve tous les problèmes d'un coup, tu C'est vois? vrai que pour toute personne, ben, qui a bossé dans une, start-up quoi, de la French Tech, il y a toujours ou très souvent en tout cas, le CTO qui pense que les équipes foutent rien, Mmh, les équipes qui se disent que leur lead est un gros con, mmh, le lead qui se dit: «Mais le CTO nous bloque». c'est ça. C'est beaucoup ça et même à l'échelle d'une boîte, le sales qui a survendu Mmh, et ainsi de suite, quoi. carrément et en fait, c'est une méthodologie même, qui aurait pu être appliquée même à l'échelle de l'entreprise au global, pas que de l'équipe tech. Genre au global, tu vois, tout système, j'ai envie de dire, en fait. Une famille, Ouais, il y a eu tout, un oui, pays, c'est ça carrément. Une famille, une ville, un pays, enfin les différentes échelles de systèmes humains. partout où il y a des alignements finalement, Oui, et un manque de clarté. exact. Carrément. Et du coup, tu es passé de ça. Mais finalement, j'en suis aussi ressorti, parce que voilà, du coup, ça m'intéressait, mais il y avait vraiment ce côté déjà humain qui revenait, quoi. Je me disais: «Mais en fait, j'ai l'impression que je suis en train de créer un peu un proxy de». Je sentais qu'en fait, OK, l'humain m'intéressait, mais moi, c'était pas forcément la tech que je voulais faire et en fait, littéralement, heu, on était en été, tu vois? Je bossais sur l'ordi, et je me suis dit: «En fait, j'ai pas envie de prospecter», tu vois? J'ai pas envie de chercher d'autres clients. Il y a peu de gens qui aiment prospecter, je pense. Oui, je pense aussi, tu vois? Je disais: «En fait, j'ai pas forcément envie de trouver d'autres clients», tu vois? Il y a même ça aussi, en fait et d'un coup, un flash, eureka, tu vois? Genre, «Mais attends, en fait, pourquoi je reviendrais pas à ce que j'ai toujours voulu Tu faire, parlais qui est de la profiling tout criminologie?» à l'heure au tout début. Oui, tout à fait. Exactement. Mmh. Et genre et je me suis dit: «Mais attends, mais oui, en fait, c'est ça que je voulais faire. J'avais Comment est-ce que je oublié. peux y revenir, quoi?» Ouais. Et du coup, tu t'y es intéressé, mais comment est-ce que tu as abordé cette bon, la criminologie, surtout quand tu n'as pas fait Mmh. d'études là-dedans, c'est un vaste domaine. Comment tu l'as abordé? Comment tu l'as cartographié? Comment Oui. tu as réussi à pénétrer ce domaine qui est quand même, bah, pour un profane, ça a l'air assez opaque quand même? Mmh. Alors il y a un peu 2 axes, j'ai envie de dire. Le premier, la sérendipité, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à en parler autour de moi, en disant: «Bah, en fait, voilà, je suis en train un petit peu de faire une reconversion vers, la criminologie et cetera» et en fait, c'est par un grand concours de circonstances, il y a un ami, Xavier Morel, je sais pas s'il nous écoutera. Salut Xavier, si tu nous écoutes. Il y a eu un premier épisode de podcast qu'on a fait, bah, sur ma Oui, chaîne c'est YouTube, vrai, je crois. c'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Donc très honoré d'être dans dans la lignée. Et du coup, bon, Xavier, tu vois, je lui en parle et tout et il me dit justement que, il a une nouvelle voisine, qui est, criminologue. Alors on en connaît combien de criminologues en France? Pas beaucoup. Donc là, je me suis dit: «Attends, c'est coïncidence de ouf, quoi» et en fait, je la questionne, enfin, j'échange avec elle, quoi et elle me dit qu'elle est, responsable du DU de criminologie de la fac, d'une des facs à Lyon. J'échange avec elle, je lui demande, et du coup, elle m'autorise à venir à quelques cours, et du coup, que je suis actuellement, hein. Donc déjà, j'ai mis un premier pied là-dedans. Elle me met en relation avec quelqu'un d'autre, qui est du coup à la police nationale dans la, recherche criminologique. J'échange avec cette personne qui me met en relation avec d'autres et cetera et en fait, de fil en aiguille, voilà, je crée un réseau, en fait, assez rapidement. Les gens sont extrêmement ouverts. Franchement, ça m'a étonné d'un monde où j'aurais pu penser assez fermé. Tu vois, la police, la gendarmerie, c'est des enjeux complexes, tu vois, de défense, de sécurité. Je pensais qu'il allait avoir un peu un secret défense, en quelque sorte, et finalement, ils ont été hyper accueillants. À un moment, j'en parlais et tout, j'ai l'impression, en fait, de me sentir un peu chez moi presque, tu vois, donc c'était trop cool. Donc bref, le côté, réseau, les connaissances, écouter les gens, échanger, machin. Il y a eu un pan énorme, hem, apprentissage, où j'ai Bien sûr. lu énormément du coup de livres et je suis encore en train de lire, découvrir, d'apprendre du coup des théories, des manières de penser sur ce domaine-là et Et comment tu identifies du coup ces livres, ces personnes? Comment tu sais qui est pertinent? mmh, Comment tu sais tout ça? alors ça va paraître un peu bizarre, mais en vrai je me base énormément sur, à la fois le hasard, du type quelqu'un me mentionne un livre, bah, je le lis ou tu vois un film par exemple, je vais l'écouter.
Je me dis: «Bah, tiens, allez, on suit, on va voir» et il y a aussi le côté, est-ce que ça résonne un petit peu en moi, tu vois? Est-ce que quand j'entends parler de cette information, est-ce que j'ai envie de creuser? Il y a des choses dont on m'a parlé, ça m'a pas trop plu, tu vois? Mais ça m'a pas intéressé, plutôt et d'autres, j'étais à fond, mais c'est ça que je veux faire, tu vois? C'est ça que je veux creuser. Donc outre, du coup, les lectures et cetera, les apprentissages, ce qui m'a énormément aidé, c'est la création de contenu. Donc en fait, j'ai repris finalement ce que j'ai toujours fait, mes côtés marketing avant, pour les entreprises en data, à justement la criminologie, où en fait, créer du contenu, ça force à clarifier ses idées, à développer ses idées aussi et donc j'ai lancé un blog où du coup j'écris des articles qui sont, on va dire assez théoriques en quelque sorte, mais poussés, avancés et après, il y a de la création de contenu type, post, par exemple, publication simple sur LinkedIn, qui, voilà, m'aide à clarifier mes pensées, mais surtout à créer aussi du réseau. J'ai eu 2 posts qui ont explosé, en plus, un extrêmement vite, extrêmement tôt. C'était mon deuxième sur la criminologie, il explose le truc et pareil, ça m'a mis aussi en relation avec des gens. Grâce à ça, j'ai pu, enfin visiter, voilà des centres, nationaux de la gendarmerie, et cetera. Donc c'était vraiment, enfin dingue, en fait. Ouais, l'écriture, c'est un peu le médium par lequel la pensée, la réflexion se produit, comme le dit, je crois que c'est Sanneke Arendt. Mmh. Mais est-ce que tu as réussi, du coup, quand tu as commencé à communiquer sur LinkedIn, sur la criminologie, à garder la même audience, parce que tu as l'impression que tu as perdu un peu tout le monde, quoi? Oui, alors, oui, au tout début, effectivement, pour mes premiers posts de criminologie, j'avais énormément de vues de profil de gens data, qui devaient se Ah dire, oui, «De quoi il parle le mec? Il a vrillé ou je sais pas», tu vois? Alors j'ai fait un post pour dire ma transition, vers la criminologie, tu vois? Pour expliquer cette reconversion, ce pivot, mais du coup après c'est moi aussi qui a assumé. Je me suis dit: «En fait, c'est ce que vraiment je veux faire». Donc effectivement, côté audience, peut-être aussi côté algorithme, ça va un peu me pénaliser, mais je vais le rattraper en fait ouais. du coup en accent là-dessus, quoi. Ouais, donc il y a eu une C'est le prix petite à payer en dissonance, quelque mais sorte. finalement, ça reste, une narration, ça reste quelque chose d'intéressant et Mmh. qui suscite la curiosité et c'est pas si éloigné que ça de la data, non? Est-ce que tu retrouves un petit peu, enfin, est-ce que tu es au croisement? Est-ce qu'il y a un point entre la criminologie, la data et tout ce qui est sciences humaines? Est-ce que tu as réussi à trouver un peu cet Mmh. équilibre en quelque sorte? Alors j'ai eu des difficultés au départ, parce qu'en fait, data, quand tu penses data, croisement criminologie, tu penses en fait à ce qu'on appelle l'analyse criminelle, globalement. Donc en gros, c'est, pour des enquêtes assez complexes, du type, des réseaux criminels, trafic de drogue et cetera, où en fait tu as énormément de data, tu as énormément de parties prenantes, tu as énormément d'individus. C'est des trucs qu'on voit dans les Il faut films faire sur des plusieurs réseaux, années. exactement et en fait, il y a des réseaux de données qui sont faits pour connecter. Ah oui, en fait, un tel, il échange avec un tel qui lui-même retransmet la marchandise, On qui a tous lui-même fait l'image du ça. board là en liège avec les fils rouges, les Exactement, punaises quoi. exactement. Donc c'est l'analyse criminelle, Oui. tu vois? Et OK, mais en fait, moi, je sens que ce qui m'intéressait de base et qui était finalement ce que je faisais en data, c'était vraiment le côté, connecter les points. C'est-à-dire, comment en fait, tu vas d'abord agréger des points, donc en fait enquêter, Mmh. creuser, observer et cetera pour finalement, tu vois, naviguer dans cette incertitude et répondre aux problèmes, tu vois? Donc par exemple et du coup globalement sur une enquête, par exemple sur des enquêtes, mais des fois pas des enquêtes complexes en quelque sorte, réseau criminel, tu vois? Ça peut être juste, voilà entre guillemets «juste» mais tu vois un homicide, c'est dans un huis clos en quelque sorte, c'est au sein d'une famille. Bah, en fait, quels sont les différents éléments qu'on peut collecter, connecter en fait, pour faire sens à ce qui s'est passé? Mais des fois, il doit y avoir des trous dans la raquette quoi, un manque d'éléments j'imagine, Mmh. Énormément. En fait, il y a 2 problématiques. Il y a d'abord des éléments manquants et on ne sait pas ce qui manque, du coup, par on ne définition, sait tu pas ce qu'on vois? ne sait pas. On ne sait On pas ce sait qu'on qu'on sait sait pas des pas. choses, mais on sait pas ce qu'on ne sait pas. Exactement. Ou des fois, on pense qu'on sait tout, tu vois? Juste, en fait, on l'a pas, tu vois? Ça, c'est le propre Donc de l'être si humain. exactement. Donc déjà, c'est par rapport à ça et il y a aussi le côté l'interprétation. C'est-à-dire, à un moment donné, j'avais échangé avec un expert, qui dépose en cour d'assises ou en cour d'appel, je sais plus, et qui expliquait justement que sur une affaire, par exemple, tu vois, il y avait par exemple une empreinte sur un couteau. D'accord. L'empreinte, c'est l'indice, mais l'interprétation que tu fais de cette empreinte en disant: «Oui, le couteau, c'est l'arme du crime, il y a l'empreinte de un tel, donc un tel l'a tué». Mais non, en fait, peut-être qu'il a juste pris le couteau à un moment donné, parce qu'ils étaient à table en train de manger
et quelqu'un d'autre plus tard avec un gant a pris le couteau et a tué. Il m'a dit la phrase, j'ai adoré, euh, l'indice ne ment pas, la preuve peut. Ok. Et donc c'est ça qui est hyper intéressant à différencier, c'est vraiment l'indice, l'élément factuel, et après l'élément psychologique, l'interprétation. Et du coup, c'est là où c'est quelque chose moi qui me parle beaucoup, c'est ce côté, finalement, l'enquête, en fait, c'est quelque chose d'éminemment psychologique. On peut dire oui, en fait, l'enquête c'est méthodique, il faut juste voilà, analyser, etc. Non, non, c'est extrêmement psychologique. C'est comment tu interprètes les éléments, quelle narration tu fais de ce qui s'est passé, euh, le mobile du crime aussi, pourquoi la personne a tué. Mais en fait, on peut inventer 10 000 choses, quoi. Vraiment, c'est extrêmement psychologique. Du coup, la psychologie de l'enquêteur est presque un troisième personnage Mm. dans le truc, quoi. Oui. Ouais, justement, l'autre jour, je faisais un article sur les modèles mentaux, où, tu vois, les modèles mentaux, c'est par exemple des choses qui vont nous permettre de simplifier la complexité du monde. Oui. Des sortes de lunettes, un petit peu, Mhm. pour simplifier les choses. Par exemple, tu vois, un modèle mental, par exemple, en psychologie, tu vois, ça peut être le MBTI. Tu vois, c'est un modèle Oui. mental, c'est un Mhm. prisme d'analyse, bah, qui marche ou pas, tu vois, mais qui simplifie les choses. Donc, c'est efficace, mais ça met des œillères aussi sur des spécificités, tu vois. Donc, à ça. Par exemple, le modèle, tu vois, MBTI. Par exemple, tu as le modèle aussi. Tu utilisais ça en criminologie, le modèle MBTI, par exemple? Alors, j'ai pas encore vu, du coup. Ok. J'ai pas encore vu utiliser, tu vois. Mais par exemple, tu vois, il y a aussi le modèle, tu vois, dans la physique, le modèle de Rutherford, où en fait, on représente l'atome comme une planète avec, tu vois, les électrons, le Qui noyau au gravite centre, autour. etc. Donc, c'est un modèle. On ne sait pas si dans la réalité, ça se représente effectivement Ok. comme ça, tu vois. Oui. Bref. Et bah, du coup, en enquête, c'est pareil. En enquête, tu vas avoir le modèle du crime passionnel, le modèle du crime par vengeance, le cambriolage, etc. Mais ça simplifie les choses, mais parfois, tu as un peu des à côté qui sont pas Du coup, forcément il y a ce biais de se dire, je vais essayer de faire là, quoi. rentrer ma situation dans tel ou tel modèle. Ah, le premier Mmh, modèle dans lequel ça rentre, ça paraît être le bon truc. En mmh, fait, c'est pas forcément le cas, quoi. Il faut aller mmh, plus loin, mmh. faire des hypothèses et on peut toujours se tromper à la fin, quoi. Exactement. Et c'est ça qui fait vraiment la difficulté de l'enquête au global, tu vois? C'est en fait, du coup, c'est pour ça que j'admire, tu vois, les enquêteurs, les gens sur le terrain qui passent des heures et des heures sur des dossiers. C'est qu'en fait, c'est extrêmement demandant psychologiquement, tu vois? Et tu navigues dans l'incertitude en permanence. Et est-ce que finalement, il y a des sortes de checklists qui existent pour un peu ben, enlever tous ces biais cognitifs qui peuvent empêcher un enquêteur Mmh. de rester lucide, quoi? Alors, j'en ai pas encore trouvé, j'en ai pas non plus, on me l'a pas mentionné dans mes échanges. J'ai échangé avec des inspecteurs, des gendarmes, des experts qui étaient aussi gendarmes aussi, policiers. Aucun ne me l'a mentionné, donc potentiellement non. Ok. Et est-ce qu'il y a vraiment ce truc où ce qui compte, c'est d'arriver à clôturer, à finaliser un dossier? Ou est-ce que ce qui compte, c'est plutôt d'arriver à la vérité, quoi? Est-ce qu'il y a une sorte de biais vers la complétion? Mmh. Alors je pense, justement je lisais un ouvrage d'un psychanalyste qui s'appelle Theodor Reich, qui est hyper intéressant et en fait dans cet ouvrage, il parlait justement de la psychologie. Alors lui, il appelait des criminologues, mais en gros des travailleurs, des gens qui travaillent sur l'aspect criminel. Que ce soit des magistrats, des juges, policiers, enfin autres, tu vois? Et ce qu'il expliquait à un moment donné, bon, c'est sa vision, tu vois? C'est pas vérifiable en tant que tel, mais c'est qu'effectivement les gens ont une pulsion de, oui, de vérité, mais même, je sais plus comment il a dit, de complétion un peu effectivement, oui, de donner sens en fait, de trouver une explication, de dire: «OK, c'est ça». On n'accepte pas juste en fait de dire: «Bah, on sait pas». C'est horrible, tu vois? Surtout sur des affaires aussi douloureuses. Parce que du coup, la criminologie, ça peut être à la fois des affaires non élucidées, mais finalement où il n'y a pas vraiment de suite juridique, Mmh, tout comme des affaires en cours où il y a des suites juridiques. Il y a les mmh, deux. mmh. Ouais. Oui, carrément. Quand il y a des suites juridiques, c'est vrai que se dire done is better than perfect, ça marche pas très bien, quoi. Exactement, exactement. Et en plus de ça, tu vois, on peut se dire: «Oui, mais du coup, on va analyser, tu vois, comment, avec des grilles, tu vois, par exemple, peut-être comment le suspect comment il évolue, tu vois, son comportement et cetera». Et en fait, le danger, c'est de vraiment faire coller les faits à notre théorie. De dire: «Ah oui, en fait, on pense que c'est lui,
on regarde son comportement, il est comment en interrogatoire, et cetera. Et en fait, on se dit, tiens, le mec, en fait, il parle énormément. Ah oui, en fait, c'est qu'il veut nous cacher quelque chose, il veut nous entuber, tu vois, il veut nous mettre sur une fausse piste, et cetera. Il est suspect. OK, pourquoi pas? Mais si à l'inverse, il ne parle pas, OK, il a quelque chose à cacher, en fait, il veut Oui, pas se tout à fait. trahir, du coup. Et donc, en fait, tu peux coller ce que tu veux, tu vois, à la réalité, et c'est extrêmement difficile, tu vois? C'est un peu comme, l'affaire Dreyfus où comme tout le monde le détestait, c'était une France un peu antisémite, finalement chaque nouvel élément qu'on découvrait, sur Dreyfus qui était des Mmh, éléments neutres était retenu contre lui et interprété comme, incriminant jusqu'à ce que Georges Picard finalement mmh, mette plusieurs années à innocenter le gars et à démonter toutes les preuves, alors que lui-même ne portait pas Dreyfus dans son cœur, quoi. mmh. Ah oui, Mais d'accord. tout était incriminant, Mmh. tout. Alors que Et c'est finalement non, quoi. c'est ça, et en plus, la complexité, je pense que c'est aussi le volume de dossiers à traiter. Tu vois, je lis des articles, j'échange avec des gens du terrain, et ils disent tous que, il y a du volume, il y a énormément de dossiers à faire, Plus que de personnes disponibles pour faire carrément. cela. Exactement, exactement, et du coup, c'est très, très compliqué, donc franchement, enfin chapeau, quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse donc, c'est me dire: «Est-ce qu'il y a pas une manière, en fait, entre guillemets, d'avoir peut-être une enquête un peu plus méthodique?» Tu vois? Du coup, en s'appuyant sur ce qu'on sait de la psychologie et la psychologie de l'enquêteur, pour justement éviter ces biais, envisager d'autres possibilités, tu vois? À un moment donné, j'avais lu aussi une affaire à New York, du coup, où, tu vois, c'est une personne qui appelle la police, un homme, il dit que du coup, sa conjointe, est du coup décédée, tu vois? Non, mais c'était un appel anonyme, tu vois? C'était encore pire. C'était un appel anonyme, d'une femme qui est morte, quoi. La police, elle arrive, elle voit dans l'appartement, une femme ensanglantée, à moitié dénudée, bah, du coup, on pense, crime, sexuel, quoi. C'est la première piste, et c'est plausible, tu vois? Et c'est un modèle mental, le crime sexuel. Mmh. Et en fait, en enquêtant, ils se sont rendus compte qu'en fait, la femme, elle est morte d'une rupture d'anévrisme dans son sommeil, donc naturellement. Qu'en fait, elle était avec son amant qui, lui, était marié, donc en fait, elle, c'était sa maîtresse, donc relation extraconjugale. Mmh. Et en fait, lui, quand il a vu, bah, son amante, décédée, tu vois, il a voulu en fait la rhabiller, pour lui redonner un peu de dignité. Il a tenté peut-être de la réanimer. Il a paniqué, il a appelé la police et il s'est enfui pour pas qu'on découvre la relation extraconjugale. Donc en fait, ça n'avait rien de criminel de base, tu vois? Or, dans les faits, la Tout à fait. première interprétation l'était, tu vois? Ouais, donc il faut dépasser, Et ouais, c'est ça. et Mmh. tu disais que c'était, aux États-Unis, mais est-ce que finalement d'un pays à l'autre, la manière de faire de la criminologie est très différente? Alors je sais pas encore, tu vois? Ça, je l'ai pas encore, OK. bien, observé. Je pense en fait, bah, étant donné que c'est un travail, enfin, ça dépend, tu vois? Je pense qu'il y a le côté, criminologie, tu vois? Il y a quand même des grilles, et cetera, des process qui ont été faits, qui sont globalement, faits à partir des données américaines. Ouais, bien sûr. Mais du coup, là, si on parle plutôt de la méthodologie de l'enquête, tu vois, peut-être les biais psychologiques, je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir des différences, entre des pays, peut-être. Alors là, c'est pas entre des pays, c'est plutôt entre des périodes. Mais par exemple, tu vois, dans les tribus primitives, par exemple, on pourrait se dire, ils se disaient même plutôt: «Tiens, il y a quelqu'un qui est décédé, c'est l'œuvre d'un mauvais esprit», tu vois? Ou après, c'est l'œuvre d'un sorcier. Ou après, en fait, c'est l'œuvre, de quelqu'un de sa famille, forcément, ou pas, tu vois? Donc je pense que d'une culture à l'autre, il peut y avoir des biais, en quelque sorte, de type de crime. Et c'est parce que là, on parle finalement de, bah, dans ton cas, sur cette femme aux États-Unis, on Mmh, parle finalement de, j'imagine, d'autopsie ou d'analyse un petit peu des causes du décès et ainsi de suite. C'est mmh. quoi la place du digital aujourd'hui dans la criminologie? Tu vois, les historiques de téléphone, les emails, les comptes, toutes ces choses-là. Mmh. Comment est-ce que ça s'imbrique? Alors je dirais qu'il y en a déjà de plus en plus, de fait, hein. Justement avant, je discutais avec un commandant de police qui me disait qu'avant, on faisait une perquisition, on trouvait un disque dur. Maintenant, on fait une perquisition, il y a l'ordinateur, le téléphone, la tablette, enfin, tu vois, la box internet, tout ça, quoi. Donc il y a un volume Mmh. énorme, et donc effectivement, c'est là où l'analyse criminelle que j'évoquais tout à l'heure peut aider à analyser plus rapidement, les logs, en fait, l'historique, et cetera, et faire des recoupements. Hem, voilà, mais ça, du coup, ça reste de l'analyse criminalistique, c'est-à-dire l'analyse de traces, c'est-à-dire technique. Il y a une trace, un log informatique, comme on aurait une empreinte, c'est une trace C'est de la data. technique, et du coup, c'est de la data à analyser.
Mais la question reste toujours comment on fait sens de tout ça? Le côté humain, psychologique. Oui, donc c'est plus du tout algorithmique finalement, Non, très, subjectif en fait. exactement. Et ça se base, sur l'expérience, sur, voilà aussi tu vois l'aptitude à se remettre en question et cetera. Et donc, il peut y avoir des gendarmes qui développent, ou policiers, hein, mais qui développent des réflexes parce qu'en fait, avec l'expérience, ils ont vu, des patterns, des schémas et donc ils vont aller beaucoup plus vite. Donc c'est très bien sur certaines enquêtes, pardon, mais sur d'autres, ben, c'est peut-être un peu plus compliqué et il faut peut-être un regard neuf aussi. Hem, Ça peut durer combien de temps une enquête quoi, un case et je sais pas si tu devais dire au doigt mouillé, est-ce qu'il y a un bon success rate sur ces cas? alors, je sais que les taux d'élucidation dépendent déjà beaucoup des pays. Par exemple, j'avais échangé avec une, criminologue suisse qui disait qu'en Suisse, apparemment, ils ont de très bons taux d'élucidation. Mais ça veut pas dire qu'ils ont les bonnes personnes, tu vois? Enfin, il y a Ça, encore c'est le ce difficile à biais-là, dire, oui. effectivement. Mmh. Mais en tout cas, ils ont un très bon taux d'élucidation apparemment. En France, j'avoue que je ne connais pas le chiffre, mais sur la durée, il y a des dossiers, bah, alors du coup, je travaille aussi sur des cold cases effectivement avec une association, des dossiers qui prennent des années, en fait et même après des années, des décennies, on ne sait toujours Mais pas est-ce que c'est qu'est-ce qui l'exception ou s'est la règle passé. ces dossiers? Hem, je pense que c'est l'exception, OK. mais même sur des dossiers clos, parfois, il y Ils a se des gens qui rouvrir. ont l'impression que ce n'est pas la vérité, tu vois? Et du coup, qu'il faut réouvrir. Donc après, la question, c'est est-ce que le dossier était rapide ou pas, du coup, tu vois? C'est un peu le scénario, de film presque, mais C'est qui ça. doit exister. Enfin, tu penses que les films et de manière générale, les médiums, de fiction quoi, sont une Mmh. bonne représentation de la réalité ou pas Non, du tout? Pas du tout? non, je pense pas. Tu vois, je pense que alors avant, pour le coup, j'idéalisais extrêmement, tu vois? Oui? Ces films, ces séries, j'en dévorais, quoi et en fait, maintenant, je vois à quel point c'est très, «superficiel» entre guillemets, ou c'est très, facile. On dirait que tout est facile. Tout est facile, tu vois? Tu as un indice, hop, ça te fait remonter à telle personne, tu la contactes, il te donne une autre info, bah oui, c'est telle personne et en fait, c'est très linéaire. Oui. Or, dans les faits, en tout cas les affaires que j'ai pu observer, tu pars dans tous les sens, Je en pense que les fait. meilleurs films sont tirés de bah, par exemple, il y avait un film que j'avais bien aimé qui s'appelait Zodiac, que tu as Mmh. peut-être vu, Non, pas encore, qui est pas tiré encore. d'une vraie histoire Oui. et en fait, je me souviens ce qui m'avait marqué, c'est que c'était assez lent et que les personnages, les détectives sont juste en train d'être dans le flou tout le temps, quoi. Mmh. Ils sont pas du tout en train de sauter d'un indice à l'autre, ils sont en train d'être désespérés de ne pas avancer. Mmh. Mmh mh. Ça m'a l'air très réaliste ça pour le coup. Et même, c'est que parfois, tu as l'impression d'avancer, mais en fait, pas du tout. Ça se trouve, tu avances dans une fausse piste, tu vois? Oui. Et aussi, à quel moment tu te dis: «C'est une fausse piste», parce que peut-être que tu es si près du but, mais pas en fait, tu vois? Tu sais pas. Il y a aussi, ça me fait penser du coup au biais des coûts irrécupérables. Sunken cost fallacy, Mmh. où en fait, c'est vraiment le truc de se dire, J'ai passé tellement de temps à aller dans cette direction que je dois aller au bout, quoi. carrément, exactement, tu l'as bien résumé, Ouais. très bien résumé, et ça, c'est horrible, tu vois? Oui, ça Enfin, le fait pour plein de c'est ça, carrément, et c'est très compliqué, en fait. Naviguer dans l'incertitude. j'ai beaucoup eu pendant dans ma vie quoi, de la mentalité, perdu pour perdu, Mmh. j'ai mangé, 2 cookies dans le pot quoi, autant le finir quoi. Oui, c'est ça, oui, oui, exactement. C'est une très mauvaise, façon de J'adore les cookies. voilà. OK, et qu'est-ce que tu as compris finalement de la criminologie, actuelle quoi? C'est quoi un peu les idées dominantes, les grands paradigmes et les challenges? Mmh, En France, plus généralement dans le mmh, monde, mais en mmh. France principalement? Alors moi, déjà, ce qui m'a beaucoup marqué, et je l'ai déjà mentionné, c'est vraiment le côté l'enquête, en fait, c'est quelque chose de psychologique. C'est un travail psychologique. Alors que moi, je pensais que c'était un travail très technique. Non, en fait, même, j'avais lu justement le livre, j'ai eu la chance de lire l'ouvrage de Edmond Locard. C'était un ouvrage qui est conservé à la bibliothèque de Lyon, un ouvrage de 1924, donc Ah le oui. livre a plus de 100 ans, tu vois? Je tenais le livre dans mes mains, S'il est tombé en poussière quoi. oui, carrément, franchement, c'est un ouvrage hyper fort, tu vois? Avec, un passé, et il expliquait justement que, OK, il y a de la criminalistique, l'étude des traces, ça c'est technique, Oui. mais l'enquête reste psychologique, et c'est même pour lui un art, une poésie même, tu vois? Donc ça, c'était intéressant. J'avais pas cet écho-là, et OK, intéressant, qui se vérifie aussi, et un autre qui m'a beaucoup enfin un autre concept qui m'a beaucoup parlé, tu vois? C'est vraiment le distinguo entre explication versus narration. Alors ça, c'est un concept qui me vient du livre, Finite and Infinite Games,
de James Cars, un philosophe, Oui. où justement il va expliquer qu'en fait, la différence, tu vois, entre par exemple, enfin, dans explication de narration, comment je vais l'expliquer? Du coup, c'est ça. Une explication, tu vois, c'est quelque chose qui est très causal. C'est qui est causal, qui va dire telle chose doit entraîner telle autre chose. Si je C'est-à-dire prends un très objet, je le laisse mécanique. tomber, il va atteindre le sol, quoi. Parce que Oui, la gravité fait que c'est mécaniquement, oui. il va tomber, tu vois. Et ça, tu peux le prouver. Et donc, surtout, tu peux prédire que dans une autre situation, si tu refais tomber cet objet, il va retomber du coup par terre. Oui. Parce que la gravité. Donc ça, c'est une explication. L'autre, c'est la narration. Narration, c'est plutôt dire les choses se sont passées comme ça. J'ai Mais fait elles. tomber cet objet et il atteint le sol. Alors, c'est plutôt dire. Mais du coup, ça va être sur des choses non observables, du type psychologique. Et donc, elles auraient pu se passer de 10 000 autres manières. Par exemple, un homme a tué sa femme, par exemple. On pourrait dire, oui, en fait, c'était un crime passionnel. Ben non, peut-être qu'en fait, juste, ils se sont disputés sur un autre sujet. Peut-être que c'est juste un accès de rage parce que la personne peut-être est atteinte à une pathologie, Ça pourrait être tu un vois. accident, une aide Un au suicide. accident, etc. Donc ça aurait pu se passer de 10 000 manières Oui. différentes. Il a pris telle arme, mais il aurait pu prendre une autre, pourquoi ça, etc. Il n'y a pas de causalité définitive, tu vois. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, le philosophe appelle ça une narration, une histoire, en fait. Et donc ça m'a marqué parce qu'en fait, comment dire, ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est de se dire, finalement, chaque affaire est un cas particulier, C'est tu une vois. histoire que tu racontes finalement pour donner un sens à un événement traumatique. Oui, exactement, exactement. En fait, c'est des faits. Et donc, tu vas donner sens à ça, mais ça ne veut pas dire que dans un tout autre contexte, une toute autre affaire, c'est le même schéma. On ne sait pas, en fait. Alors peut-être, il y a sans doute des patterns, tu vois, mais ça reste quand même très Donc narratif. il y a différentes finalement petites briques d'explication qui à elles-mêmes ne suffisent pas à avoir une explication cohérente sur la big picture. Et du coup, tu es obligé d'extrapoler et de créer un narratif qui te paraît vraisemblable. Mmh, exactement. Ça veut dire que dans la plupart des cas, on a juste enfin, on arrive juste à un résultat qui est une vraisemblance avec un degré de probabilité plus ou moins élevé. Donc, plus c'est élevé, mieux c'est. Mais je suppose qu'on arrive quasiment jamais à 100%. Euh, Oui, exactement. Et ça me fait penser à un autre modèle mental qui m'a beaucoup parlé, c'est prouvable versus probable. En fait, ouais. souvent on dit, tu vois, lors d'un procès ou autre, en fait, on dit, on cherche à prouver la culpabilité de quelqu'un, tu vois. Il faut la preuve, en fait. Mais comme on reconstruit les faits a posteriori, les faits, on ne peut plus les refaire, en quelque sorte. Ils se sont passés, on n'a plus accès à ce moment-là, Je tu veux vois. dire, soit on a un enregistrement vidéo du truc, même même un témoin visuel, il y a Exactement. il y a un degré d'incertitude quand même, hein. C'est ça, carrément, Et carrément. dans le monde digital d'aujourd'hui, je suppose que Avec même, l'IA, les tout deepfakes, à fait. etc. Alors Enfin, là, mais non, n'en parlons tu même vois. pas, hein, enfin, c'est stupide. Donc finalement, on n'est plus tant dans le prouvable qu'on est presque dans le probable. Qu'est-ce qui en fait finalement est l'histoire la plus probable de ce qui s'est passé? Et donc probable, comme tu disais, probabilité. Probabilité, sauf que là, c'est pas des probabilités au sens mathématique, je lance un dé à 6 faces, quelle est la probabilité de tomber sur la face 6? C'est plutôt des probabilités humaines. Quelle est la probabilité qu'un tel en fait était frustré, du coup il ait pris telle arme, etc. Qu'en fait, au lieu de juste menacer, il a effectivement tué? C'est Et finalement, hyper subjectif. ce qu'on disait tout à l'heure, des tests psychologiques comme le MBTI, ça donne un frame de référence pour expliquer les Mmh, actions de quelqu'un, mais ça ne les prouve pas finalement. mmh. Voilà, Ça les et rend c'est ce plus que font. vraisemblables. Mmh, Mais le type peut être devenu fou et avoir commis un acte qui est complètement en dehors de tout mmh, profil psychologique qu'on a dressé de lui, euh, et qui est oui, improbable, mais qui finalement est arrivé. oui, oui, exactement, exactement. Et c'est ce que font le travail justement de psychologues ou qui déposent en cour d'assises, où justement ils vont essayer, grâce à des grilles, d'abstraire un petit peu, enfin de structurer l'analyse psychologique de la personne pour dire est-ce que ça collerait peut-être. euh, Alors non, pardon, je reviens là-dessus. Effectivement, c'est plutôt utilisé pour évaluer le danger potentiellement de récidive ou autre de la personne. Ça va être moins utilisé pour la culpabilité. Mais du coup, est-ce que le développement ben, de la technologie, de l'IA, de toutes ces choses-là, est-ce que tu penses que ça va rendre les probabilités que le jugement rendu soit le bon plus élevées ou au contraire plus faibles?
Vaste sujet, j'avoue. Je pense que j'ai pas encore assez creusé la question, tu vois? Mais pour moi, comme on a dit tout à l'heure, en fait, l'IA se base sur des données. Or, on ne sait pas ce qui manque. Ça se trouve, il manque un élément déterminant qui pourrait tout faire basculer, quoi. Et donc, bah, on sait pas. Moi, j'ai l'impression Mmh, qu'on évolue dans un monde où il y a de plus en plus de chaos et d'incertitudes, mmh, et que même si on peut obtenir plus de preuves, ce sont des preuves de plus en plus incertaines et qu'il y aura de plus en plus de possibilités de marge d'erreur, en fait. mmh, Et pas que pour la criminologie, hein, pour tout dans pour tout, l'ensemble. tout. Et justement, peut-être aussi, il y a même un danger avec ces outils comme, l'IA, où en fait, imagine, tu mets le dossier dans l'IA, elle te dit: «Oui, en fait, c'est un tel» et cetera. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi une sacralisation, tu vois, de l'IA ou en tout cas de la réponse qu'elle peut te faire, en disant: «Si la machine dit que c'est que sans doute ça doit être ça parce qu'elle est pas biaisée», peut-être, tu vois? Il y a une Et notion de justice un peu aveugle où on se dit, ça nous enlève le fardeau de la responsabilité quelque part. Ça nous mmh. déresponsabilise et on se dit: «Ben, ah, j'ai eu ça. C'est la machine qui l'a dit, c'est que ça doit être ça. S'il y a une erreur et que j'ai condamné un gars à, je sais pas, à Mmh, 10 ans en prison, c'est plus vraiment ma responsabilité, quoi». mmh. Oui, exactement. OK, super intéressant. Et du coup, comment tu vois la suite pour toi? Est-ce que tu as déjà, un job dans la criminologie? Est-ce que tu veux en avoir un? Mmh, Est-ce que, qu'est-ce que tu envisages de faire maintenant avec ça, pour poursuivre finalement cette passion? Parce que c'est vachement intéressant, je trouve, mmh, de réussir à renouer avec quelque chose qui nous passionnait au départ, ouais, de réussir à le développer, à l'apprendre, à le monétiser peut-être mmh. et et finalement à renouer avec tout ça, quoi. Bah, oui, effectivement, c'est déjà quelque chose que je veux transmettre aussi à ceux qui nous écoutent. Vraiment, en fait, renouer avec ce qu'on a toujours voulu faire. Parce que je trouve qu'en fait, tu as un élan intérieur, en fait, que rien ne peut arrêter, tu vois, j'ai envie de dire. Enfin, il y a enfin, moi, personnellement, je sens que, tu vois, c'est quelque chose qui m'anime profondément et que malgré toutes les difficultés qu'il pourrait y avoir, parce que pour le coup, ça allait extrêmement rapidement pour l'instant, je me dis, en fait, enfin, c'est trop bien, il faut le suivre, tu vois. Et Parce que tu nous disais tout à l'heure que tu oui, avais eu ce déclic, l'été dernier quand tu je étais sur ton bosse, ouais. ordinateur, quoi, et tout. Mais, comment est-ce que ce déclic-là, il pourrait être, réplicable, quoi? C'est quoi les Mmh. éléments qui se sont réunis pour que tu arrives jusque-là? Mmh. S'écouter, OK. s'écouter. Franchement, en fait, il y a pas mal de fois où enfin, après, je pense que c'est ma personnalité aussi, tu vois? Où en fait, je m'écoute énormément et du coup, si à un moment donné, je suis en phase avec quelque chose, très bien, mais au moment où je vais commencer à avoir un peu des questionnements, des choses qui ça passe pas trop ou je sens que c'est pas vraiment ça, en fait, tu vois? Bah, en fait, je vais m'écouter pour dire: «OK, est-ce que c'est une lubie temporaire? Est-ce que c'est juste que j'ai mal dormi?» tu vois? Ou est-ce que vraiment ça tient dans la longueur? Si ça tient dans la longueur, bah, là, en fait, je me dis: «OK, concrètement, qu'est-ce que je peux faire Donc si ça pour commence à suivre cette gratter, direction?» à frictionner, tu vas pas faire taire la petite voix. Au contraire, tu vas Mmh, vraiment l'écouter et te dire, «OK, qu'est-ce que c'est en train de me dire? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? mmh, C'est quoi la bonne direction?» Et à vraiment questionner les fondamentaux de ton activité, quoi. exactement et du coup, tu as employé un mot hyper intéressant, le mot «direction». C'est-à-dire que moi, je fonctionne pas du tout par les objectifs. Tu vois? Je me dis pas, par exemple, quand je faisais du consulting, je me disais pas: «Je veux, 10 000 clients, je veux telle visibilité, je veux tel chiffre d'affaires». C'était plutôt: «Quelle est la direction que j'ai envie de suivre?» Donc par exemple, c'était moi ma direction quand je faisais du coaching d'équipe, c'était ma direction, c'est du coaching pour équipe technique appuyé par la psychologie. Tu vois? Mmh. C'est une direction qui me plaisait très fortement. Après, ça me plaisait un peu moins et donc c'est revenu vers la criminologie. OK, c'est une direction de ouf, tu vois? Mais j'ai pas forcément de je me dis pas: il faut que je fasse ça», tu vois? C'est plutôt: «Je vais évoluer dans ce domaine». Après peut-être affiner. Là, tu vois, je sens que finalement, c'est la direction de l'enquête en tant que telle, l'art de l'enquête qui me plaît. OK, bah, du coup, j'affine et cetera, tu vois? Est-ce que tu penses que tu aurais pu suivre un peu un parcours similaire sur la criminologie tout en étant, en CDI, par exemple? Ou est-ce que c'est le Mmh. fait d'avoir la liberté du Ah! freelance Mmh. qui t'a permis d'accéder à enfin d'aller, prendre dans cette motivation intrinsèque et d'aller chercher, Mmh. tout ça? Alors je pense que le côté indépendant m'a permis d'avoir j'allais dire la liberté mentale, enfin, tu vois, le temps de réflexion. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien, m'introspecter, on va dire, l'introspection et donc tu vois, avec le temps que j'avais,
et que j'ai toujours, tous les jours, tu vois, j'allais marcher pendant 1 heure et demie, tu vois, et je réfléchissais énormément en fait à ce que je voulais, ce que je ressentais, etc. Donc, je pense que oui, ça m'a aidé. Si j'avais eu un boulot à temps plein, bah, en fin de journée, j'aurais été fatigué, j'aurais peut-être eu moins cet espace de La place, réflexion. quoi. Ouais. Mmh mh. Et du coup, là, aujourd'hui, est-ce que tu as des missions? C'est quoi un peu les next steps? Est-ce que tu bosses dans la criminologie? Tu parlais tout à l'heure de cold cases que tu faisais par Mmh le biais mh. d'une association. C'est quoi un peu les 6 prochains mois, les 3 prochaines années pour toi? Alors aujourd'hui, donc j'aide, donc 2 associations. La première, donc c'est une association qui travaille sur des cold cases, au service des familles de victimes. Française? En France? Française, ouais, en OK. France, oui, exactement. Et du coup, on travaille sur plusieurs dossiers. Donc, il y a à la fois une partie, réception du dossier, l'organiser, le structurer, et une partie relecture en tant que telle, Mmh. trouver de nouvelles pistes et après, transmettre aux avocats des victimes, enfin des familles des victimes, quoi. Donc ça, donc j'aide, là-dessus, en bénévole, quoi. J'aide aussi l'association française de criminologie. Donc la première, elle s'appelle AVAN, donc c'est l'association d'aide aux victimes des affaires non élucidées. Et la deuxième, c'est l'association française de criminologie, où là, pour le coup, j'aide sur des différents projets, notamment peut-être un projet avec des étudiants. Et donc eux, ils regroupent plus à la fois des chercheurs, des universitaires, des praticiens, mais sur la criminologie au sens large, tu vois? Donc ça, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Et après, voilà, moi, mon objectif, c'est de rentrer peut-être, dans des institutions ou de travailler en tant qu'externe peut-être, sur le côté méthodologie de l'enquête. Mais j'ai aucune idée de la forme que ça prendra, tu vois? Et en fait, je me laisse l'opportunité, enfin les opportunités venir en fait aussi. C'est plutôt voilà, je pense que ça va paraître un petit peu abstrait ce que je vais dire, tu vois? Mais vraiment en fait, dès qu'il y aura un match entre moi, ce que je veux faire et ce que eux leurs besoins, je pense que c'est là où ça apparaîtra. D'accord, donc là, tu cherches à gagner en expertise, en autorité sur le domaine, peut-être pour devenir un peu leader Dans d'opinion mmh, là-dessus. mmh. Et partant de ce principe-là, le temps est ton allié et pas ton ennemi, quoi. Exactement, exactement. Tu vois, je me dis, je pense que peut-être aussi en parlant un petit peu de ce que je fais, mes réflexions et tout, peut-être que ça attirera aussi des opportunités comme ça a pu le faire déjà avec, les 5-6 posts que j'ai fait là-dessus. Est-ce qu'il y a une forme, d'insécurité à pas savoir si tu vas pouvoir vivre de ça, dans les années qui viennent? Alors pour le coup, non. Tu vois? Effectivement, il y a le côté financier, il faut payer le loyer et cetera, les Bien sûr, factures. oui. Donc ça, du coup, j'ai la chance de maîtriser des compétences techniques qui sont assez rentables, tu vois, sur le marché aujourd'hui. Donc tu fais des prestations un peu on the side, c'est ça? C'est ça, exactement, OK. exactement, donc très ponctuellement. Hem, mais aujourd'hui, il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, de, pression de me dire: «Oh, il faut que je trouve un métier dans la criminologie tout de suite et tout, sinon ça se fera jamais» et cetera. Non, c'est vraiment je laisse aller, on verra. OK. Et pour un peu peut-être le mot de la fin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui sait qu'il a une sorte de vocation, mais qui est, par exemple en CDI ou qui est dans un endroit où il a pas envie d'être et qui sait pas trop comment, débloquer ça, quoi? Parce qu'on n'a pas tous des compétences, tu sais, qu'on peut valoriser avec un Mmh. un taux journalier de Mmh. de 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 développeur ou de data scientist, quoi. Mmh. Qu'est-ce que tu ferais? Alors tu vois, le 1er mot qui m'est venu, c'est oser. En fait, genre vraiment oser. Parce que moi, plusieurs fois, je me disais: «Mais en fait, mais qui je suis pour, dire des choses comme ça?» Tu vois? «Qui je suis pour contacter un tel? Je vais lui prendre de son temps, mais il va me trouver stupide ou autre», tu vois? Quand je suis allé au centre de la gendarmerie, enfin, l'un des centres de la gendarmerie à Paris, je me disais: «Mais en fait, qui je suis Qu'est-ce pour que y je fais là, aller?» quoi? Tu vois? Exactement. Mais en fait, oser, parce qu'en fait, on prend en confiance, on crée des opportunités de manière, très hasardeuse, mais opportuniste, mais enfin, du coup, tant mieux, quoi. Mais oser, tu vois? Et en fait, souvent, le blocage, il est vraiment, sur la peur. Peur de paraître stupide, peur d'être rejeté, peur d'être humilié et oser, tu vois? Moi, je trouve que la curiosité a quelque chose de très rafraîchissant. Enfin, ça Mmh. m'arrive de faire du mentoring pour des jeunes, tu vois, qui cherchent à s'orienter ou qui ont un petit business ou quoi. Mmh. Et souvent, je sais pas, mais quelqu'un qui est curieux, qui a besoin de conseils, c'est très rafraîchissant et tu as vraiment envie d'aider la personne. Tu te dis pas: «Oh là là, mais quel idiot, il vient me Mmh. demander des conseils basiques». Bah non, on a tous commencé comme ça, moi le premier aussi, donc Carrément. ouais. Et du coup, je profite de ton commentaire justement pour, enfin, pour aussi remercier, tu vois, toutes les personnes du terrain qui ont échangé avec moi, qui je leur ai pris du coup un peu de leur temps à chaque fois, quoi, et en fait, elles étaient hyper accueillantes, tu vois? Elles ont répondu à toutes mes questions, de manière aussi, enfin, très chaleureuse, bienveillante, tu vois?
et vraiment, enfin, je les remercie sincèrement parce que sans eux, peut-être que j'aurais fait une croix sur le projet, complètement, tu vois? Donc c'est Les premiers très bien. feedbacks doivent être un peu Mmh. cruciaux parce que si tu te manges un mur dès le début, tu te dis tout de suite, Carrément, «Oh là là, exactement, ben, tant exactement. pis, quoi». C'est ça, c'est ça. Donc là, franchement, trop trop content et voilà, très, plein de gratitude aussi pour tout ça, quoi. Et où est-ce qu'on peut te retrouver finalement si on a envie de suivre un peu tes pérégrinations, Mmh. dans ce domaine-là? Oui, alors, bah, le moyen le plus simple, c'est sur LinkedIn, du coup, Damien Chambon et sinon mon blog, du coup, damienchambon.com. Trop Tout bien, accroché. je le mettrai, bah, juste en dessous. Top. Eh beh, trop intéressant. Merci beaucoup Damien. Merci Manuel pour ton temps et tes questions. Super cool cet échange. J'espère que cet échange t'a plu et peut-être inspiré. Pour ma part, j'ai trouvé incroyable de la part de Damien d'avoir ce courage et finalement d'avoir osé. Quand on saisit les opportunités, on laisse la chance à la sérendipité de bien faire son travail et puis, comme Damien nous l'a montré, différentes expériences ne sont pas des silos. Elles se cumulent et s'enrichissent mutuellement. Si cet échange a résonné avec toi, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn et à poursuivre cette discussion en taguant Damien ou moi-même. C'était Emmanuel et Damien. Ciao.